notre second débat tout de suite. Débat décalé, débat prospectif, volontairement décalé de l'actualité. Ce soir, des clés pour comprendre l'ubérisation de notre économie, son impact sur les métiers et l'emploi. Et pour lancer le débat, je vous propose un extrait du reportage long format qui avait été diffusé sur Public Sénat, intitulé L'argent d'Uber, signé Fabien Recker, avec notamment ces manifestations de chauffeurs, de livreurs, ce que l'on surnomme les prolétaires 2.0. Nous sommes payés à la tâche. Le temps d'attente au restaurant, le temps qu'on met pour quitter de notre position au restaurant, il n'est pas pris en compte. Maintenant, je dirais, le prix des courses a été divisé pratiquement par 2. Les plateformes disaient pendant le confinement que les livreurs étaient des héros parce qu'on donnait à manger à des gens qui avaient faim comme si on livrait des sacs de riz et des bouteilles d'eau. Maintenant que le confinement est terminé, maintenant que les restaurants ont rouvert, comme par hasard, ça coïncide avec des propos d'esclaves, des insultes et des choses comme ça. On se sent traité comme, je peux dire comme des esclaves. Parce que quand tu travailles, tu dois être payé quand même. À l'image de ces livreurs à vélo, des millions de travailleurs dans le monde œuvrent aujourd'hui pour des plateformes numériques. Des startups devenues des géants, comme Uber ou Deliveroo, qui ont recours à des travailleurs indépendants, rémunérés à la tâche, sans contrat de travail et souvent sans protection sociale. Une bataille est engagée. Des élus, des avocats, des travailleurs tentent de s'opposer aux excès de l'ubérisation. Ce modèle social et économique s'extrait de la responsabilité sociale qui est celle des commerçants, des artisans, des entreprises. C'est un modèle aussi qui, déshumanise complètement la relation de l'activité. Mais leur combat est loin d'être gagné, car l'univers des plateformes numériques s'étend désormais à toutes sortes de métiers. L'ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien, évidemment, c'est une question qu'on pose à l'occasion de ce débat. J'accueille Hervé Novelli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes président de l'association des plateformes d'indépendants, ancien secrétaire d'État évidemment, au commerce, à l'artisanat, au PME, c'était au sein du gouvernement Fillon. Vous êtes à l'origine de la mise en place du statut d'auto-entrepreneur, c'était en 2009. Sarah Abdelnour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sociologue du travail, spécialiste du capitalisme de plateforme. Voilà une nouvelle spécialité qui n'existait pas il y a quelques années. Et vous avez dirigé l'ouvrage Les nouveaux travailleurs des applis avec Dominique Méda, c'est aux presses universitaires de France. Olivier Jacquin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes sénateur PS de Meurthe-et-Moselle, membre de la mission d'information Ubérisation de la société. Quel impact des plateformes numériques sur les métiers et l'emploi, qui vient de dévoiler 18 recommandations et évidemment on entrera dans le détail de certaines d'entre elles, notamment sur la question des algorithmes. C'est un des thèmes qui est vraiment très intéressant. Et puis en visioconférence avec nous, Denis Jacquet, qui est entrepreneur, fondateur de l'Observatoire de l'ubérisation. Bonsoir Denis Jacquet, je vous ai piqué le titre de votre livre qui était publié chez Duno pour lancer ce débat, Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien. Voilà, je rends à César ce qui lui appartient. Laetitia Crippa, évidemment, est restée à nos côtés. Peut-être une petite définition, Hervé Novelli, pour commencer. C'est quoi l'ubérisation pour vous ? D'abord, c'est impropre, parce que l'ubérisation, ça vient d'Uber. Oui. Uber, en tout cas, c'est ma conviction, ne résume pas à lui seul ce phénomène. C'est un phénomène très simple, en fait. Un phénomène qui est né de la révolution numérique et qui permet, à travers une application, de faire se rencontrer, en rêve de tout le monde, une offre avec une demande. Et donc, dès lors que la demande peut rencontrer l'offre avec une application sur un smartphone, eh bien, le phénomène de place de marché, c'est-à-dire là où, justement, on peut faire se rencontrer offre et demande, est en marche. Et c'est la logique que cette révolution technologique puisse permettre cette plateformisation de l'économie. Ce sont des plateformes. Ça va au-delà. Uber, c'est autre chose. Ça va au-delà du statut des livreurs ou des chauffeurs. Bien Et sûr. plus que l'offre et la demande à un moindre coût. Parce que c'est ça aussi l'avantage pour tout le monde. Hein. Oui, enfin, on va en discuter, mais un simple exemple chiffré pour montrer que Uber et les plateformes dites de mobilité ne résument pas le débat. Oui. Il y a aujourd'hui en France environ, sur la mobilité, à peu près 100 000 travailleurs dans ces plateformes de mobilité. C'est-à-dire, livreurs, si les derniers chiffres de la mission RAY
c'est officiel, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit, le démontre. Donc il y a 100 000 travailleurs en gros dans les VTC et à la livraison. Et puis il y a 100 000 autres travailleurs dans les plateformes, soit de service à la personne. Vous savez combien il y a de coiffeurs professionnels sur Wikaza, cette plateforme qui fait se rencontrer des clients avec des coiffeurs? 45 000. Avec l'esthétique, hein, parce que Wikaza... 45 000. Ouais. Et donc, vous voyez les chiffres. Donc, il y a les plateformes de service à la personne, il y a les plateformes de service aux entreprises. Oui. Et donc, le phénomène sur lequel on se focalise, et à mon avis, à tort, Bon, puisque ça ne concerne qu'une minorité. D'accord. Il y a quand même en France 1,5 million d'auto-entrepreneurs. Il y a 200 000 sous statut d'indépendant dans les plateformes. Vous voyez les chiffres. Oui. Il y a 3,5 millions d'indépendants. Oui, Donc, 3 200 000 on est là travailleurs sur indépendants. le petit bout de la lorgnette. C'est le chiffre 2019 selon l'URSSAF, 3 200 000 indépendants. Sarah Abdelnour, vous parlez de nouveaux esclaves en quelque sorte. C'est presque, vous allez presque jusque-là. On parle des prolétaires 2.0, une société de la servitude. Voilà le terme que vous employez. Oui, alors effectivement, je ne pense pas qu'on ait utilisé celui d'esclave. Ce sont en partie les travailleurs dans leur mobilisation qui peuvent s'estimer être esclaves des applications au vu de leur énorme dépendance vis-à-vis des applications, au vu des contraintes exercées sur leurs conditions de travail, le fait qu'ils ne choisissent pas leurs tarifs, qu'ils ne choisissent pas la manière dont ils travaillent, qu'ils sont contrôlés, qu'ils peuvent être sanctionnés. Voilà, tout ce qui a été pris en compte aussi dans les décisions de justice qui ont amené à leur requalification comme salariés. Mais là, quand vous parlez de ça, ça concerne qui? Ça concerne uniquement les métiers de chauffeur, de livreur, ou c'est d'une manière générale Alors j'ai plutôt parlé de plateformisation pour essayer d'employer un terme français qui est celui qui est proposé d'ailleurs par la mission d'information. Est-ce que ça concerne finalement tous ces travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs qui participent à la plateformisation? En fait, effectivement, on pourrait un peu élargir le sujet et en revenir aussi à nouveau à une paternité d'Hervé Novelli, puisque en fait, c'est plus largement, depuis que le régime de l'auto-entrepreneur a été mis en place et qu'il y a une incitation extrêmement forte à la mise à son compte, qu'on a découvert quand même aussi, qu'on a incité un continent de salariat déguisé qui travaille faussement sous statut d'indépendant, puisque avec les auto-entrepreneurs, les principaux usagers du dispositif, ce sont les employeurs qui vont l'utiliser comme modalité de recrutement, comme modalité de rémunération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains qui sont dans des vraies démarches de création d'activité, mais quand on les rencontre, en fait, c'est vraiment une minorité. Et donc, les plateformes, elles sont venues s'insérer dans ce mouvement de contournement du salariat par l'indépendance en organisant le travail exclusivement sous statut d'auto-entrepreneur. Olivier Jacquin, vous proposez d'inscrire une présomption de salariat. Tout à fait. Pourquoi? Tout à fait. Eh bien, ce qu'a oublié de dire mon ami Novelli, c'est que effectivement, la plateformisation vient de technologies numériques, vient de ce que vient de dire l'excellente Sarah Abdelnour, de dérégulation dans le statut du travail, mais encore de la présomption d'indépendance qui est donnée depuis 2009, Fillon, aux travailleurs des plateformes. Et tac, en réfléchissant, en travaillant fortement sur le sujet, j'ai proposé une proposition de loi qui était présentée dans l'hémicycle en mai, disant, tiens, on n'a qu'à faire l'inverse. Puisque la Cour de cassation dit qu'il y a des indépendants fictifs, on est dans un état de droit, eh bien, on n'a qu'à dire qu'ils sont présumés salariés. S'il s'agit de vrais indépendants, les plateformes sauront le dire et les choses seront bien plus claires. L'Espagne vient de le faire et alors là je suis très content, même le Parlement européen le 16 septembre vient de prendre une résolution, c'était une rapporteure en marche, disant eh bien la présomption de salariat pourrait être une solution intéressante pour clarifier ce paysage. Vous vous rendez compte qu'avec le statut d'auto-entrepreneur, certaines plateformes, j'en connais une, Mediflash, exploitent la pénurie de travailleurs hospitaliers et je connais une infirmière en hôpital qui est auto-entrepreneur. Je connais aussi, avec la plateforme StaffMe, un garçon de café, 15 ans d'expérience, boulevard Saint-Germain. Son patron l'a convaincu et il s'est convaincu de devenir auto-entrepreneur. Manque de bol. C'était début 2020. J'ai rappelé, après le premier confinement, il pleurait. Il a eu droit à rien, puisqu'il avait démissionné. Et on l'a mis dans la misère totale. Mais si c'est ça la plateformisation, je n'en veux pas. Alors, du salariat
dans certains cas, et puis lorsqu'ils sont des vrais indépendants, il faut améliorer leur statut. Le gouvernement nous emmène dans une voie intermédiaire et insidieuse dans lequel il veut tenter de dire, tiens, regardez les livreurs à vélo, les VTC, c'est un peu spécial, on pourra en faire quelque chose d'intermédiaire entre le salariat et le statut d'indépendant. On reviendra sur ce que propose le gouvernement. Je ne sais pas si Denis Jacquet nous entend de nouveau, on avait un petit problème de liaison. Denis Jacquet, vous nous écoutez depuis le début de ce débat. Est-ce que vous défendez, alors je vais utiliser le terme français, la plateformisation, malgré effectivement, ce qu'on peut entendre, la nécessité d'une régulation? Est-ce que malgré tout, encore aujourd'hui, vous dites que c'est un progrès, c'est un facteur de croissance pour notre économie? En fait, le problème, la raison pour laquelle on avait monté l'Observatoire de l'ubérisation, nous, c'était en 2016. Si vous voulez, on commence aujourd'hui à avoir des rapports sénatoriaux ou parlementaires. On commence à avoir Madame Borne qui a fait une énième consultation. Bon, nous, on avait commencé il y a 5 ans. Je rappelle juste que Uber, même si on ne doit pas réduire le discours là-dessus, aujourd'hui a été créé en 2009. Donc on voit bien que le temps de la société, le temps des consommateurs et le temps de la politique et des gouvernements n'est pas le même. Donc la société évolue beaucoup plus vite dans ses bons et ses mauvais côtés que le reste de la société. Donc ça, c'est le premier truc. En fait, je pense que, si je puis me permettre d'être un peu... Thomas me connaît un peu, Hervé aussi, mais d'être un petit peu brusque. Je pense que ce que j'ai entendu avant de monsieur le sénateur et de madame sur la sociologie du capitalisme, on est en train, alors je citerai Marx, pour qui l'ultime réussite d'un système de lutte serait l'indépendance. Donc c'est assez amusant de comprendre qu'aujourd'hui l'indépendance serait une nouvelle forme de précarisation. Donc Marx considérait que c'était au contraire l'aboutissement d'un combat, mais c'est autre chose. Mais la première chose, c'est on dit, voilà, ces plateformes ont précarisé. Alors déjà, c'est assez avoir mal étudié le sujet, parce que comme le rappelait Hervé, il y a énormément de plateformes aujourd'hui, et je peux vous citer un nombre de plateformes incalculable. À l'Observatoire, on les avait quasiment toutes, dans lequel les indépendants gagnent beaucoup mieux leur vie que quand ils étaient salariés. Et surtout, à l'époque, avec Ipsos, etc., on a fait des sondages 1 année, 2 années, 3 années, donc on a des chiffres vraiment très précis. Et quand on disait, à l'exception, j'y reviendrai, des VTC, est-ce que vous voulez continuer à être indépendant ou est-ce que vous voulez retourner au salariat? Jusqu'à 82%, les gens vous disaient, mais je veux rester indépendant. Donc du coup, il y a une espèce de boboisation parisienne ou du dogmatisme politique qui voudrait... Denis Jacquet, pardon de vous interrompre, j'espère que vous entendez. Ça date de quand, ces chiffres-là? Ces chiffres, on les a fait en 2016, 17, on l'avait refait à nouveau en 2018. On n'a pas fait 2019 et 2020, mais je suis assez prêt à parier aujourd'hui, sauf Covid évidemment, qui fausse un petit peu les choses, que les chiffres seraient à peu près les mêmes aujourd'hui. Parce que on se focalise toujours sur ces deux professions, livreurs et VTC, et Hervé le rappelait, aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de plateformes en France, et si vous allez voir les esthéticiens, si vous allez voir une partie des services à la personne, des consultants, etc., il n'y en a aucun qui veut revenir dans un régime de salariat. Tout à l'heure, Denis Jacquet, je reprends la main, je voudrais que Sarah, vous puissiez répondre, Sarah Abdelnour, sur cet argument, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur deux visions assez opposées. Denis Jacquet nous dit, mais ce statut, cette plateformisation, elle fait le bonheur de milliers, voire de dizaines de milliers d'anciens salariés. Alors déjà, est-ce que je peux revenir sur l'évocation de la figure de Marx? Parce que c'est vrai que Hervé Novelli aime bien aussi essayer de retourner Marx contre des gens qui sont plutôt défenseurs du modèle social. Je pense que c'est quand même vraiment un... Et contre le salariat, Marx. Oui, mais alors c'est quand même... Il me semble... Je disais que Karl Marx n'était pas favorable au salariat. Il n'était pas favorable au salariat du 19e siècle, et faire la comparaison aujourd'hui, c'est faire fi de 150 ans d'histoire au cours desquels le salariat est devenu aussi le socle de la protection sociale, premièrement, et deuxièmement, Marx, son bonheur ne serait pas réalisé par la chute du salariat, par l'avènement de l'auto-entrepreneuriat, mais bien par la collectivisation des moyens de production. On va pas les uns et les autres faire dire à Marx des choses qu'il n'a pas pu dire il y a très longtemps. Et puis par ailleurs, je ne pense pas qu'il avait imaginé la plateformisation. Sur l'autonomie des travailleurs, c'est très important, parce que ce qui est très important
important chez Marx, et je pense dans une tradition marxiste, c'est de dire que le travailleur doit posséder un savoir-faire, une compétence et pouvoir l'exercer de manière autonome. Or, les travailleurs des plateformes, si vous leur enlevez leur téléphone portable, ils ne peuvent rien faire. Oui, mais Pourtant, aussi, c'est eux qui achètent. Nous tous dans la société. Non. Qu'est-ce que je peux faire sans mon téléphone portable? Mais non, mais là, c'est l'intermédiaire qui leur donne, du travail. C'est-à-dire, non, mais par rapport au taxi. Pardon de vous interrompre. Non, mais là, vous c'est n'avez très pas différent. répondu à Denis Jacquet. Moi, je voudrais qu'il y ait du débat entre vous dans Ah, mais je débat dans sur cette Marx, émission. sans problème. Oui, très bien. Mais lui, il dit il y a des auto-entrepreneurs heureux. Et il y en a plus qu'on ne croit. Il dit ils sont même majoritaires. Mais alors, je peux déjà vous donner leurs revenus. Ça calmera un petit peu l'enthousiasme sur le statut, parce que 90% des auto-entrepreneurs, depuis la mise en place du régime, gagnent moins que le SMIC. Et pourtant, ce n'est que du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il faut encore retirer les cotisations sociales, des éventuelles charges liées à l'activité, un loyer, une voiture à rembourser, etc. Et l'impôt. Et les chiffres d'affaires sont descendus à 315 € par mois au moment de la crise. Bon, alors, ils étaient à 470 avant. Honnête, vous devriez reconnaître aussi que depuis que ce statut a été créé, régulièrement, les revenus des auto-entrepreneurs progressent. C'est indiscutable dans les chiffres. Ils vont Donc atteindre on le peut RSA, estimer que dans quelques mois, il y aura, ce sera à peu près au niveau du SMIC. Mais vous reconnaissez aussi leur fragilité, c'est-à-dire qu'il suffit d'une crise. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle je milite pour l'amélioration de la protection sociale que nous avions mis. Ça n'est pas vrai de dire qu'il n'y avait pas de protection sociale, c'est encore un abus de langage. Dès que le statut de l'auto-entrepreneur a été créé, il a été prévu des droits à la retraite, une couverture maladie. Le vrai sujet, c'est que l'intermittence de l'activité des auto-entrepreneurs ouvrait peu de droits à la retraite. Et c'est anormal que lorsque un auto-entrepreneur travaille dans les mêmes conditions qu'un salarié, il ne bénéficie pas des mêmes droits. Mais il leur manque plein de protections. Ils n'ont pas de congés payés, ils n'ont pas de chômage, ils ont des retraites extrêmement faibles au vu de leur chiffre d'affaires. C'est là où on a une divergence de fond, parce que la philosophie de l'indépendant n'est pas la même que la philosophie du salarié. Un indépendant, dans une vision très classique, il n'a pas à se préoccuper, ou plus exactement, il n'a pas à se préoccuper lorsqu'il perd des clients ou qu'il a un chiffre d'affaires ou qu'il a une impossibilité de travailler. Il est indépendant, il doit l'assumer. Simplement, on n'avait pas prévu la pandémie. Et ça, c'est un vrai choc que des indépendants ont vu disparaître tous leurs clients d'un coup. Et donc, il y a une couverture et elle va être améliorée sur le chômage. Alors, va être mise en place. Donc, on le voit peu à peu, le socle des droits à l'élévation, à l'augmentation de la protection sociale des indépendants augmente. Bon, mais le salariat s'est fait en un siècle. Hervé Novelli, parce qu'on va détailler après dans le débat ce qu'on peut améliorer à ce statut pour que de toute façon ce mouvement, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc la question, c'est comment on peut l'encadrer. Mais je voudrais rentrer dans le détail, Olivier Jacquin, de ce rapport, de cette mission d'information parlementaire avec Quentin Calmet, journaliste à la rédaction de Public Sénat. Bonsoir Quentin. Donc on a commencé à l'évoquer, mais effectivement, il y a un travail qui a été mené au Sénat sur cette question de la plateformisation. Oui, effectivement, Thomas, c'est un rapport très récent, puisqu'il a été remis il y a une quinzaine de jours. Voilà, vous le montrez, monsieur Jacquin, qui effectivement dit en bon français, qui parle de plateformisation, non d'ubérisation, avec deux constats, nous, qu'on a retenus à la lecture de ce rapport. Tout d'abord, c'est effectivement qu'il y a une grande évolution. On parlait au début des transports, quand on parlait de plateformisation, et maintenant, on voit que ça s'étend à beaucoup de secteurs de l'économie, et pas que des secteurs marchands. Thomas, les sénateurs avaient entendu des architectes, des traducteurs, des experts comptables et même des services à la personne et des ressources humaines. Donc on voit cet énorme échantillon de métiers. Et dans leur rapport, deuxième constat, les sénateurs ont vraiment appelé à encadrer ce qu'ils appellent un management algorithmique. C'est-à-dire que pour les sénateurs, ces calculs, ces algorithmes produisent désormais, je cite, une véritable chaîne de donneurs d'ordre. Et c'est ça aussi que vous vouliez souligner dans votre rapport. Écoutez le rapporteur, le communiste Pascal Salvodelli, sur l'importance de ces algorithmes. C'est Fabien Ricard qui l'avait interrogé dans son documentaire. Ces algorithmes, personne n'en a la maîtrise, et ceux qui déterminent vos conditions de travail, vos ressources, combien vous êtes rémunéré, voilà. L'algorithme, c'est ce qui fait la nature et la relation de l'activité. C'est extrêmement important. Donc, dans le projet de loi que nous avions déposé, le groupe communiste
Républicains, l'écologiste et citoyen, nous avions mis dans notre loi le fait que tous ces travailleurs puissent avoir un data scientist, un ou une data scientist. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de décortiquer l'algorithme, donc de comprendre comment s'organise l'activité, qui décide, comment ça se décide et à quelles conditions. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Il faut une transparence. Voilà, et on a retenu d'autres recommandations dans votre travail, messieurs les sénateurs. On avait vu par exemple l'idée d'avoir les mêmes garanties du droit du travail quand les travailleurs des plateformes sont exposés à des risques professionnels. Également l'idée d'organiser un dialogue social entre la plateforme et ses salariés. Alors on sait que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, que le gouvernement veut lancer en janvier prochain. Eh bien, vous faisiez beaucoup vous donniez beaucoup d'idées dans votre rapport sur comment encadrer ce dialogue social et enfin, on le voit, favoriser la transparence de ces algorithmes. Cette mission d'information avec ces conclusions pour les sénateurs, c'était vraiment un moyen de lancer une alerte. C'est ce qu'avaient dit les sénateurs au moment de la remise du rapport. Thomas. Oui, merci beaucoup, Quentin. Il faut souligner que c'était un rapport vraiment transpartisan, puisque le rapporteur est communiste et son... Martine Berthet et les Républicains. Voilà, tout à fait. Et il faut saluer le fait qu'il ait été voté à l'unanimité. Oui. Alors, il a été voté à l'unanimité parce qu'on n'a pas parlé de la question qui fâchait, le statut. Vous voyez, ce sur quoi on vient de s'écharper quelque peu. Oui. Par contre, le fait qu'il y ait unanimité, ça veut dire l'ensemble de la représentation sénatoriale est d'accord pour tirer une sonnette d'alarme, pour dire il faut réguler, il faut mieux contrôler certaines dérives tout à fait excessives. Et c'est ça que je tiens à saluer, avec, comme vous venez de le dire, un effort particulier à faire sur ce qu'on appelle le management algorithmique. Alors c'est quoi cette idée d'algorithme? Pourquoi les algorithmes ont un impact sur finalement le travail quotidien et sur le statut de ces travailleurs indépendants? Sarah vous l'a dit, le patron dans ces activités-là, c'est le téléphone portable qui vous envoie des consignes, sur lesquelles on met des notations, qui peut vous déconnecter. Le syndicat de VTC-INV a fait une enquête impressionnante sur la déconnexion chez les chauffeurs de VTC. On est déconnecté, on est viré. On est viré, oui. On est viré. Et les motifs, c'est incroyable. Vous avez des gars qui ne savent même pas les raisons de leur déconnexion et qui n'ont plus de boulot du jour au lendemain. C'est assez incroyable. Alors, c'est une drôle de boîte noire qui est protégée par le secret de fabrication. Il y a beaucoup de matière grise dedans. Et nous, ce que l'on dit, il faut la réguler. Et je vais sortir prochainement des propositions. Je la simplifie. En gros, de la même manière qu'au siècle précédent, on a mis dans les cabines des camionneurs des mouchards, les chronotachygraphes pour des raisons de sécurité évidentes, pour pas que les gars travaillent 20 heures par jour et vous écrasent avec leur camion. Eh bien, je vais faire des propositions sur l'idée d'un algorithme public qui viendrait contrôler certains éléments de l'algorithme privé, en mettant en avant la CNIL qui a un grand savoir-faire dans ce domaine, plutôt que d'inventer de nouvelles autorités qui vont mettre des années à s'acculturer, à devenir compétentes. Et en même temps, parce qu'il ne faut pas casser l'innovation, il faut imaginer avec ces algorithmes qui sont auto-apprenants, ils évoluent presque tout seuls, qu'il y ait un autocontrôle des plateformes numériques. C'est-à-dire que dès qu'on leur signalerait un biais, un problème, eh bien, elles devraient réagir. Denis Jacquet, je pense que vous continuez de nous entendre et de pouvoir participer au débat. Cette question des algorithmes et cette proposition que fait le sénateur Jacquin, est-ce que ça vous prend, Jacquin, pardon, est-ce que ça vous semble réaliste, tout simplement? Vu l'état du marché, vu la concurrence internationale. Secret des affaires, liberté d'entreprendre. C'est pas super évident. En fait, beaucoup de gens ont confondu le fait qu'on monte l'Observatoire de l'ubérisation avec le fait qu'on veuille la défendre. Or, à l'époque, nous aussi, et je reviens pas avec nous, il y a 5 ans qu'on a fait ce travail, donc on l'a fait très tôt. On avait Laurent Grand-Guillaume, PS, qui était avec nous, on avait Frédéric Lefebvre, on avait des syndicalistes, on a vraiment rassemblé à peu près toute la société, une 60aine de plateformes. Donc, le problème de l'algorithmie, le problème de la data et de savoir comment fonctionnent les boîtes, et de savoir comment on déconnecte quelqu'un, ça peut avoir un intérêt, mais très honnêtement, comment vous allez changer véritablement le système sur des petites mesures comme ça? Elles sont intéressantes, je ne dis pas qu'elles ne sont pas intéressantes, mais le débat, il est beaucoup plus global. C'est-à-dire, quelle est notre économie?
vers quoi le consommateur, parce qu'on dit c'est Uber, c'est Deliveroo, mais non, c'est le consommateur qui dicte cette économie aujourd'hui. Donc quand il a une offre, il l'a acceptée, il l'a adoubée, c'est notre société tout entière. Je suis sûr que parmi nous, autour du plateau, beaucoup utilisent ces VTC ou ces taxis. Et on n'arrête pas de se focaliser sur un métier des VTC, alors que je vous rappelle juste que Taxi G7 et Taxi Bleu, ça a 30 ans. Ce ne sont pas des salariés, ils sont derrière une plateforme qui leur attribuait des courses. Et on n'a jamais pensé à faire tout ce cinéma autour de cette truc. Ils étaient aussi alors précarisés pour qu'on ne s'en ait pas occupé il y a 30 ans. Et pendant ce temps-là, il n'y avait pas Uber, mais Taxi G7, Taxi Bleu, qui s'en est mis plein les poches sur le dos des taxis et personne n'a jamais réagi. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre cette surenchère avec le taxi. Juste, je reviens, Thomas, si vous voulez, juste 3 mots très rapides. 1, le fait que les gens soient moins payés, je ne sais plus, c'est madame qui disait tout à l'heure, c'est totalement faux. Et en prenant l'ensemble des auto-entrepreneurs, forcément, c'est des gens qui jonglent sur plusieurs trucs. Sur la plupart des professions de moyenne haute et haute qualification, de l'esthéticienne jusqu'au consultant, ils sont mieux payés que dans le salariat, ce qui leur permet effectivement d'avoir moins de droits parce qu'ils cumulent plus d'argent. Et oui, vous pouvez être à 60 ans, servir dans un restaurant en France protégé par ce magnifique droit du travail et toujours être à 2000 €. Ici, où je vis à Miami, le serveur ici, au minimum, il gagne 6000 $ par mois. Alors, il a moins de droits, mais il gagne 4 fois plus. Donc, du coup, la première chose, ce mythe de la précarisation sur le salaire est faux. Et au tout début de l'arrivée des VTC, je vous rappelle que le salaire moyen en France, je crois, aux alentours de 2300 et quelques, les chauffeurs des 2 premières années d'ubérisation étaient au-dessus de 2800 € par mois. Donc, en fait, ils gagnaient mieux qu'un salarié. La deuxième chose, c'est que moi, la seule précarisation que je connaisse, c'est celle du chômage. Donc, au lieu de s'alerter de savoir si quelqu'un travaille dans quelles conditions, ce qui est légitime, c'est déjà de se poser la question depuis 30 ans, pourquoi on a un chômage de masse qu'on n'arrive pas à résorber avant de se poser cette question. Donc, quelque chose qui vous apporte un travail, ça mérite un petit peu d'attention. La troisième, la subordination, s'il vous plaît, et je finis par ça, la subordination, arrêtez avec ça. Je suis entrepreneur depuis 25 ans. Vous savez ce que c'est qu'un entrepreneur en France? Dans 70% des cas, il a un donneur d'ordre. Et quand il s'appelle ou Michel Édouard Leclerc ou autre, il fait de vous ce que vous voulez. Donc si vous voulez requalifier en salarié aujourd'hui les VTC et les indépendants, requalifier 2,5 millions d'entrepreneurs en France parce qu'on est totalement subordonné, non pas à une plateforme, mais à des gens qui connaissent nos coûts, nos trucs, etc. Aujourd'hui, on est totalement... Ça fait réagir les autres invités sur ce plateau. Je vous interromps, Denis. Merci, Denis. Peut-être Sarah Delno. Oui, c'est peut-être de rétablir certaines choses sur les revenus des chauffeurs Uber. Oui. Les statistiques de l'INSEE disent qu'ils gagnent en moyenne 470 € par mois contre 1230 pour les taxis. Donc c'est aussi pour ça, même si évidemment on pourrait revenir sur le mouvement de plateformisation un peu des grandes compagnies de taxis dans les années 70 qui ont porté préjudice un peu à l'autonomie des taxis. Donc on pourrait aussi en parler, mais là on a un mouvement massif qui s'est développé dans un certain nombre, dans d'autres professions. On a un vrai contournement un peu organisé du modèle social. Donc effectivement, oui, il se passe autre chose que ce qui s'est passé de manière un peu ponctuelle pour les taxis. Les revenus des chauffeurs Uber. Quand les plateformes s'installent, elles ont des politiques de fidélisation de la main-d'œuvre. Elles vont chercher à attirer le plus possible de chauffeurs et le plus possible de clients pour obtenir une position de monopole sur le marché. Et après, elles dégradent les conditions de rémunération des chauffeurs, des livreurs. Elles l'ont toutes fait. Donc effectivement, au début, on peut sans doute prendre une petite période. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Je pense qu'il est sans doute contestable, mais une petite période pendant laquelle ils avaient des revenus supérieurs. Le problème, c'est que très vite après, les plateformes diminuent le prix de la course minimum. Les plateformes de livraison de repas arrêtent le paiement à l'heure pour passer au paiement à la course. Il y a de plus en plus de chauffeurs et de livreurs. Ils sont en concurrence les uns avec les autres. Les revenus se dégradent énormément. Et leurs aides sociales s'arrêtent parce qu'il faut bien voir que, et c'est ce que Laurent Grand-Guillaume disait, ces plateformes, elles fonctionnent, elles sont subventionnées en fait par l'État parce que la plupart des chauffeurs et des livreurs touchent des allocations sociales, des allocations de retour à l'emploi, des minima sociaux. Ils touchent l'ACRE, l'aide qui leur évite des cotisations sociales. Mais là, c'est aussi un énorme débat. Comment financer la protection sociale de ces travailleurs alors que les plateformes cotisent 0 et que eux-mêmes, pour leur faire gagner un peu plus d'argent, on les allège aussi des cotisations sociales. Mais comment le modèle... Je voudrais quand même réagir parce qu'on ne peut pas plaider deux choses. Je vous demander, est-ce que vous avez changé d'avis par rapport au moment où vous étiez dans du Galaxie libérale et que vous étiez contre le modèle de l'État-providence et de la protection sociale? Je vais vous répondre. On ne peut pas plaider deux choses à la fois, à savoir la précarisation incessante
des chauffeurs-livreurs d'un côté et les aides sociales dont ils bénéficient. Ça ne va pas ensemble. Il faut que vous choisissiez l'un ou l'autre des arguments. On ne peut pas dire qu'on assiste à une précarité grandissante et en même temps, ils touchent l'ACRE, ils touchent les minima sociaux, ils touchent... toucher oui, le bien RSA sûr, en même temps bien que sûr. les livreurs. Non, mais Voilà, je voulais juste pointer du doigt cette petite contradiction. Mais c'est pas une Et la contradiction. deuxième, si, on est si, précaire quand même. quand on touche le RSA et qu'on est livreur à vélo à côté. Oui, bien sûr, mais enfin, la précarité, j'aimerais bien que vous élargissiez Qu'est-ce que vous votre... proposez, Hervé Novelli, pour améliorer le Attendez, système? laissez-moi, oui, il s'il nous vous reste plaît, 3 minutes. développer. Alors, en 3 minutes, je voudrais vous dire que je regrette. Parce que je vais redonner la parole En quand 30 même à secondes, Olivier Jacquin. je regrette que le débat se soit focalisé sur les chauffeurs-livreurs. On n'a pas Premier parlé point, que de ça. parce que, non, mais quand on ramène aux chauffeurs-livreurs, c'est la classe la plus fragile dans le statut Alors, des vous le reconnaissez. indépendants. Pardon, Mais bien je sûr, peux juste et dire c'est que pour les- ça que je milite pour l'amélioration de la protection sociale des indépendants. Depuis que je préside l'association des plateformes d'indépendants, c'est inscrit dans le marbre cette amélioration de la protection sociale. En tout cas, je milite pour. On peut Donc, parler des ce que je micro-travailleurs souhaiterais, c'est qu'on qui sont puisse 90% ne pas gagner moins tirer de 50 parti € par mois, du hein. statut le plus fragile des indépendants, à savoir les chauffeurs d'un côté, les VTC et les livreurs, pour discréditer cette plateformisation qui est porteuse de valeur ajoutée et d'activité, parce que si les indépendants progressent dans ce pays comme ils progressent partout dans le monde, c'est que sûrement qu'il y a des raisons objectives, Olivier et je Jacquin. regrette cette caricature. Comment améliorer la protection sans casser la croissance de ce secteur et quand même de notre économie? Non, mais j'ai entendu des propos qui sont à peine acceptables. Parler de mythe de la précarité, mais que ce monsieur revienne de Miami et vienne dans les rues de Paris, dans les rues des villes françaises, voir des travailleurs migrants sans papier, dans des conditions illégales insupportables. Mais c'est pas possible d'entendre des contre-vérités de cette manière-là. Je suis pas contre le travailleur indépendant. Je suis travailleur indépendant. Je suis agriculteur. Je suis un vrai travailleur indépendant qui ait les moyens de ma protection sociale. Quand je vendrai mon tracteur, j'aurai une retraite. Le livreur à vélo, quand il aura vendu son vélo, il aura rien. Donc, et il n'a rien. Donc, nous sommes dans un état de droit. Et actuellement, certains sont exonérés du droit du travail. On a une Cour suprême en France qui s'appelle la Cour de cassation, qui y a dit « ceux-ci sont des indépendants fictifs, ils devraient être salariés ». Et qu'est-ce que fait le gouvernement ? Rien, il protège les plateformes plutôt que les travailleurs des plateformes. Et donc, salariat d'un côté, amélioration du statut des indépendants de l'autre. Et il y a de quoi faire. Je vais citer la plateforme Gorillaz, qui est un nouvel entrant en France, qui fait du quick commerce, livraison de courses à domicile. Oui, il y en a plusieurs. Voilà, il y en a plusieurs. Non, mais je les cite parce que je viens de les rencontrer. Et eux, ils disent, le statut des livreurs est tellement dégradé dans l'image des gens. Nous, on a besoin de fidéliser notre clientèle et on les a embauchés en CDI. Donc, c'est donc possible. Le marché, il s'autorégule aussi, puisqu'il y a des plateformes. Non, il y a des plateformes. Non, par le haut, il y a des plateformes qui se singularisent en disant nous, on salarie nos. Commandez chez Just Eat, vous serez livré par un travailleur en CDI et qui, en cas de problème, en cas de crise, aura un salaire différé par une protection sociale et finira pas au RSA. Je peux juste dire une phrase, ce qui n'est pas normal, il me semble, c'est que ça passe toujours par la justice pour améliorer le modèle. Exactement. Qu'on a tous admis, ce modèle de plateformisation. Mais pourquoi la justice doit passer pour améliorer le statut alors que le politique a un rôle, puisqu'il doit suivre le mouvement de la société et le politique doit accompagner et notamment empêcher les entreprises d'imposer ce statut, parce que ça c'est un fait, et dire aussi qu'auto-entrepreneurs, on peut cumuler aussi. Tout à fait. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre, Les nouveaux travailleurs des applis. Très bon livre. Avec Dominique Méda, c'est aux Presses universitaires de France. Et je vais aussi signaler que Denis Jacquet publie Covid, début de la peur, fin d'une démocratie. C'est chez Erol. Voilà, demain.